Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf aujourd'hui sur Radio J, Éric Roussel, membre de l'Institut, pour son livre Charles de Gaulle aux éditions Tempus Perrin. Éric Roussel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, auteur de très nombreuses biographies qui font autorité. Je cite entre autres Pierre Mendès France, Georges Pompidou. Et votre livre est un gros pavé de plus de 1200 pages, très complet. C'est un travail impressionnant. Et dans la préface de ce livre, vous dites qu'après avoir été tant combattu de son vivant, Charles de Gaulle est aujourd'hui l'objet d'une admiration unanime. Dans la mémoire nationale, de Gaulle n'a jamais été plus grand. De quand est-ce que vous datez cette consécration ? C'est un mouvement, si vous voulez, qui a été progressif, qui a commencé. Il ne faut pas oublier, parce qu'on l'a oublié, que quand de Gaulle est parti en 1900, et d'abord il a été désavoué par les Français en 1969 lors du référendum sur la régionalisation et le Sénat. Et donc il y avait une opposition, notamment une grande partie il y avait la droite, enfin l'extrême droite plus exactement, Vichy, l'OAS, enfin l'Algérie française, et puis une grande partie de la gauche. La gauche était majoritairement, sauf une petite minorité, contre de Gaulle. Et puis bon, il y a eu de Gaulle est mort en 70, et il y a eu une période où au fond, le basculement, je crois que ça a été la biographie de Lacouture. Jean Lacouture a publié cette biographie en 3 volumes au début des années 80. Et ça a été le début, parce que Lacouture était clairement engagé à gauche. Il avait même publié un petit livre sur de Gaulle, du vivant de Gaulle, qui avait suscité d'ailleurs un commentaire amusé de l'intéressé. Il avait dit « Je crains qu'il n'ait pas pris tout à fait conscience de l'envergure du personnage ». C'est-à-dire qu'au fond, on est passé de l'homme d'un parti ou de l'homme de la droite à une figure, au fond, une figure nationale. Une figure nationale. Et alors, il y a eu aussi, il y a eu Lacouture, il y a eu les livres de Régis Debray aussi, ça a beaucoup compté. Et au fond, quand on regarde, c'est un mouvement finalement qui est très comparable à celui qu'a connu Napoléon. Napoléon, il est mort à Sainte-Hélène, comme on le sait, exilé, et finalement, tout au long du 19e siècle, et assez rapidement aussi, sa légende s'est trouvée entretenue, notamment par de grands écrivains, et jusqu'à ce qu'il soit une figure, finalement, il n'est pas incontesté, Napoléon. De Gaulle n'est pas, il y a des aspects de sa personnalité qu'on peut discuter, mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que effectivement, il y a une sorte de quasi-unanimité qui tient à 2 choses. D'abord, quand on parle de Gaulle, on parle à mon avis surtout de l'homme du 18 juin, c'est surtout ça qui me frappe. Et puis, il faut bien dire aussi que la France n'est pas en bon état, et que quand on n'est pas en bon état, on a tendance à se raccrocher au fond, à une sorte de figure tutélaire. Et c'est l'homme du 18 juin, si on définit le grand homme comme celui qui a changé le cours des choses, alors évidemment, personne ne peut lui contester ce titre. Mais alors, vous avez entrepris de revisiter certains épisodes à la lumière notamment des nouvelles archives, et je voudrais qu'on prenne pour commencer un épisode de l'adolescence, l'affaire Dreyfus. Il tombe finalement du côté des Dreyfusards, et parle même d'un lamentable procès à propos du procès Dreyfus. Il est lecteur de Péguy, et vous le rappelez, il dit à un moment donné, l'esprit de la Ve République, vous le trouverez dans les cahiers de la quinzaine, mais il a mis du temps quand même à basculer du bon côté, si j'ose dire. Mais je crois qu'il faut s'entendre sur les mots, si vous voulez. Quand on dit qu'il était Dreyfusard,
À mon avis, c'est pas je pense que c'est pas l'expression exacte, si vous voulez, parce qu'il est certain que c'est surtout sa famille. Évidemment, il était encore assez jeune, donc il a subi, c'est bien normal, l'influence de sa famille. Son père fait partie de ces gens qui étaient d'une famille catholique, traditionnaliste, extrêmement traditionnaliste même, et qui a fini par douter, si vous voulez, de l'innocence, de la culpabilité de Dreyfus. Et l'attitude de Gaulle, elle s'est calquée un peu sur celle de ses parents. Mais ça ne veut pas dire pour autant que quand on dit être Dreyfusard, ça veut dire aussi qu'on adhère à tout le combat, si vous voulez, qu'il y a eu pour le... Et c'est un combat qui objectivement s'est exercé un peu contre l'armée, puisque l'armée était fortement compromise, enfin les cadres supérieurs de l'armée. Bon. Or ça, De Gaulle, et ça c'est très clair dans ses écrits, De Gaulle n'admet pas ça. Et il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a certainement, ça va peut-être nous amener d'ailleurs à parler de la suite, il y a un écrivain qui, à mon avis, a eu beaucoup d'influence sur De Gaulle, c'est Jacques Bainville. Jacques Bainville était peut-être un peu oublié aujourd'hui, c'était un historien, qui est non négligeable d'ailleurs, qui était dans l'orbite, disons, de l'action française, mais qui présentait cette originalité c'était pas un idéologue, bon, il était de ce côté-là, mais sur ce problème spécifique de l'affaire Dreyfus, il avait une attitude qui est au fond celle de Gaulle, c'est-à-dire qu'il a douté, à la différence de Maurras, évidemment, et puis du reste de cette école d'action française, il a eu très tôt, assez tôt, la certitude que Dreyfus était innocent, mais en revanche, tout le combat, tout ce qui s'est passé, qui était contre l'armée, ça, il ne l'admettait pas, si vous voulez. Et à mon avis... Y compris quand ça émanait de l'intérieur de l'armée. Là, c'est difficile. C'est difficile on n'a pas de documents, donc on ne sait pas très bien à quoi s'en tenir. Il y a quelques allusions dans les écrits de De Gaulle, mais enfin, il y a un passage très clair dans lequel il dit que la mise en cause de l'armée ne lui plaît pas. Il le dit très clairement. Et il y a, puisque vous parliez de l'action française, il y a cette même ambivalence qu'on trouve sur Maurras. Il lui reconnaît une clairvoyance sur certains points, mais il lui reprochait d'avoir poussé ses théories jusqu'à l'absurde. Et il disait Maurras est devenu fou à force d'avoir raison. Oui, c'est Maurice Schumann qui m'avait rapporté cette formule. Elle a d'ailleurs été rapportée aussi par d'autres personnes. Mais ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est... je suis allé voir... j'avais reçu un livre, c'est assez bizarre, quand j'écrivais ce livre, qui était l'histoire de Gaulle à travers la une des journaux. Puis je tombe dans ce livre sur un article de Léon Daudet, donc qui était le compagnon de Maurras, à la une de l'Action française, au moment où De Gaulle entre dans le gouvernement de Paul Reynaud en juin 1940. Un article extrêmement élogieux de Léon Daudet sur De Gaulle, et qui disait, comme le disait notre maître vénéré Charles Maurras dans le dernier numéro, le général De Gaulle est une des grandes lumières de la pensée militaire française. Alors, je finissais mon livre, je me suis dit, mais j'ai couru à la Bibliothèque nationale pour voir ce qu'avait écrit Maurras. Et je suis tombé sur 2 articles dithyrambiques de Maurras, qui sont reproduits dans le livre, dans lequel Maurras dit effectivement qu'il avait été extrêmement sensible à l'intelligence des livres de Gaulle sur notamment le fil de l'épée, et puis enfin des livres plus techniques sur l'armée. Et il pose la question, il se la pose à lui-même, il dit, mais direz-vous, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas soutenu ? Il dit, nous n'avons pas voulu le soutenir, parce qu'il avait déjà contre lui d'être, en quelque sorte, je ne sais plus quelle est l'expression, contre la bêtise démocratique, je crois que c'est l'expression de Maurras. Alors, c'était pas la peine de risquer de le stigmatiser encore plus en lui apportant l'appui de l'Action française. Mais ça veut dire... c'est dans le sens Maurras-De Gaulle. Voilà. Mais dans le sens De Gaulle-Maurras. Alors, dans le sens de Gaulle-Maurras, il y a peu d'allusions directes dans les écrits de Gaulle, du moins dans ce qui a été publié. Il y a beaucoup plus d'allusions à des figures du nationalisme comme Péguy, dont vous avez parlé, ou comme Barrès. Barrès est un esprit beaucoup plus complexe.
et qui n'avait pas la même conception. C'était une conception qui se rapprochait de Péguy. C'est un nationalisme émotif, et puis qui admet la Révolution française, Maurras faisait une coupure. Il y avait l'histoire de France, la Révolution française, il la récusait. Donc De Gaulle incontestablement était du côté de Péguy et de Maurras, mais il est évident qu'il y a de Péguy et de Barrès. Il est évident qu'il a été intéressé, on en trouve le reflet dans ce qu'il a écrit, par certains développements de Maurras. Par exemple, il y a deux choses qui sont assez frappantes. C'est tout ce qui a trait aux institutions. Il est certain que De Gaulle a été influencé par la pensée de Maurras sur l'antiparlementarisme. C'est très la condamnation des partis, parce que ça c'est typiquement maurassien. Bon. Et puis aussi une idée de politique étrangère, cette idée qui était défendue aussi par Jacques Bainville, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était une sorte de relais entre les cette idée que la France en politique étrangère doit prendre la tête des petites nations contre les grandes. Voilà, c'était ça la pensée de Maurras. Alors, il y a un chapitre que De Gaulle a appliqué. Alors, il y a un chapitre sur De Gaulle et Pétain, très intéressant, parce que vous expliquez que la rupture, ils étaient très proches, à un moment, évidemment. La rupture s'est faite d'abord sur une, elle a commencé comme ça, sur une banale querelle de propriété littéraire. Mais j'imagine que c'était un prétexte. Non, enfin c'était un prétexte, oui et non. De Gaulle était effectivement le nègre de Pétain. Oui, il était le nègre de Pétain. Il a voulu un peu s'émanciper. Oui, il a voulu s'émanciper. Ça c'est une histoire classique. C'est arrivé à des personnalités moins éclatantes. Bon, disons là, ça a pris un relief particulier en raison de la personnalité des deux protagonistes. Non, je crois que ça a été quand même quelque chose d'important. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que De Gaulle constatait, et ça on en trouve trace d'ailleurs dans ses archives, du fait que Pétain vieillissait tout simplement, et qu'il était plus il a toujours fait il a fait un discours à Verdun en 1966 lors du cinquantenaire de Verdun, où il a distingué le personnage, enfin le héros de Verdun, disons, et puis le Pétain de la guerre. Il a toujours fait la distinction. Et donc pour lui, il l'a dit très clairement, Pétain est mort, il disait, c'était l'expression qu'il employait, en 1925, notamment lorsqu'il est allé au Maroc prendre le relais de Lyautey au cours de la guerre du Rif, et qu'il a un peu poussé Lyautey dans les géraniums, quoi. Alors, on va parler du rapport aux Juifs, parce qu'il y a une anecdote intéressante que vous donnez aussi. Georges Boris, qui a été directeur de cabinet de Léon Blum. Et alors on dit, il va rejoindre De Gaulle, et on dit à De Gaulle, mais c'est un juif, il est partisan du Front populaire. Et De Gaulle réagit en disant, je ne veux plus entendre des remarques de ce genre. Oui, ça montre bien, si vous voulez, on en revient à Maurras. Il a pu être influencé par Maurras sur certains points, comme d'autres d'ailleurs. Mais incontestablement, il n'a pas été. Je crois qu'il n'y a aucune trace d'antisémitisme de la part de Gaulle. Qu'il ait eu certains préjugés qui étaient communs à son milieu, à son époque. Ça, c'est possible. Alors, on le verra après, peut-être, là, quand on évoquera, je pense, la fameuse phrase. La fameuse petite phrase, oui, on va y venir. Mais si vous voulez... Non, je crois que ce qu'il avait du mal à admettre, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de double appartenance. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec mon confrère, d'ailleurs, de l'Institut, le grand rabbin Corsia, qui, lui, pense des éléments, il a publié un livre dans lequel il dit le contraire. Moi, je suis allé voir des archives israéliennes où on trouve l'inverse, puisque De Gaulle reproche à un certain nombre explicitement à des grandes familles françaises ce phénomène de double appartenance, je crois.
Alors bon, mais chez De Gaulle, il y avait alors toujours... plongeons dans le sujet. Il s'agit de la petite phrase sur le peuple juif, peuple sûr de lui-même et dominateur. D'ailleurs, il faut mettre ça dans le contexte. Il y a des choses très élogieuses avant, mais il va quand même saisir l'occasion d'une rencontre avec le grand rabbin Kaplan pour revenir là-dessus. Mais l'affaire a fait quand même des dégâts considérables. Même des gens qui sont des gaullistes purs et durs, comme Raymond Aron, comme Romain Gary, vont être très choqués. Oui. Bah, il y a tous les... Il est certain que De Gaulle, lorsqu'il a prononcé cette formule, à mon avis, il ne s'est pas rendu compte de l'écho que ça pouvait avoir et du côté très négatif que ce peuple d'élite. Bon, ça c'est quelque chose sûr de lui. Bon, c'est déjà. Mais dominateur après la Shoah, ça paraît tout de même assez malvenu. Oui. Et c'est ça. Un célèbre dessin de Tim dans l'Express à ce moment-là. Oui, exactement. Oui. Donc c'est là où certains ont dit que c'était au fond tout beaucoup de non-dits qui étaient ressortis d'une façon à cette occasion. Je crois qu'il a été vraiment un peu désarçonné par les réactions. La meilleure preuve, c'est que, comme vous l'avez dit, il a tenu à s'en expliquer auprès du grand rabbin Kaplan au cours d'une cérémonie à l'Élysée. Il l'a pris à part et je crois qu'ils ont eu une conversation où il a essayé de dissiper le trouble que ça avait pu susciter. Oui, vous avez fait allusion à Raymond Aron. Raymond Aron n'avait jamais été très très gaulliste. Il a été surtout à l'époque du RPF, d'une façon assez paradoxale. Mais Raymond Aron, c'était d'autant plus intéressant que Raymond Aron était un juif très assimilé. Enfin, c'est une famille et quand il a entendu cette formule, ça l'a vraiment indigné. Et il a écrit un livre, d'ailleurs, sur ce thème, et dans lequel il explique la raison pour laquelle... Ce qui l'avait d'ailleurs beaucoup choqué, c'est que cette expression dominateur avait été utilisée par Xavier Vallat, le commissaire aux questions juives de Vichy. Alors, je pense qu'il s'agit objectivement d'une coïncidence. Je ne crois pas que De Gaulle ait fait élu vraiment le souvenir précis de ce qu'avait pu dire de Xavier Vallat. Enfin, évidemment, c'était une coïncidence assez mais assez Raymond dommageable. Aron avait été aussi un peu secoué par l'attitude, par la guerre de 67. Il y a eu une rupture avec Israël qui avait été qualifiée peu de temps auparavant, et vous le rappelez dans votre livre, quand il recevait David Ben Gourion, le premier président de l'État d'Israël, il avait dit « Israël, notre ami, notre allié ». Et tout d'un coup, quelques années plus tard, il y a la guerre des 6 jours, et il prend des décisions tout de même de rupture. Oui. Alors, il faut revenir, sur cette affaire, parce qu'on a tendance à la voir à la lumière de ce qui s'est de l'évolution, si vous voulez, qui s'est produite depuis. Bon, qu'on puisse critiquer l'attitude de tel gouvernement israélien, ça c'est bon, je crois que c'est légitime, chacun peut. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'à l'époque de la guerre des 6 jours, Israël était attaqué. Et c'est ça que De Gaulle, à mon avis, n'a pas bien vu. Je pense quand même d'ailleurs qu'il s'en est rendu compte, puisque j'ai retrouvé dans les archives israéliennes une lettre qu'il avait envoyée au premier ministre israélien de l'époque, dans lequel il dit très explicitement que la fermeture du golfe d'Aqaba, c'est-à-dire provoquée par l'attaque égyptienne, est un acte de guerre. Donc, et en même temps, il dit à Abba Eban à l'époque, ne faites pas la guerre. Oui, alors à mon avis, ces déclarations après auraient eu plus de force s'il avait d'abord admis, c'est d'ailleurs ce que pensait aussi Pierre Mendès France, comme Raymond Aron, s'il avait d'abord admis que tout de même Israël était attaqué, ce qui était l'avis d'ailleurs général. De Gaulle s'est trouvé assez isolé d'ailleurs dans cette position en 1967. Alors vous utilisez effectivement, parce que c'est un ancien livre qui a été
remis au goût du jour et avec l'apport de nouvelles archives. Est-ce que toutes ces nouvelles archives que vous avez utilisées sont, vous paraissent de nature à modifier l'image qu'on a du général de Gaulle? Non, l'image, à mon avis, elle est assez fixée pour le moment, avec la sensibilité qui est la nôtre aujourd'hui, la sensibilité qui sera celle des Français, si la France existe toujours dans 50 ans, ça sera peut-être différent, peut-être qu'on verra plus de Gaulle de la même façon. Vous en êtes là? J'en sais rien, les choses évoluent. Bon, non, je ne dis pas que la France va disparaître, mais je dis qu'elle changera dans sa composition aussi. Oui, dans sa, sûrement. C'est bien évident. Donc, est-ce que on percevra de Gaulle exactement comme aujourd'hui? C'est difficile de le dire. Je crois qu'il y a des choses objectives. J'espère que cette biographie servira à comprendre le personnage, qui est un personnage immense. C'est certainement le plus grand homme au moins en France du XXe siècle, enfin, sur le plan politique, parce que, comme vous l'avez dit au début, il est certain qu'il a changé l'histoire. En ce sens que la France était complètement... juin 40, c'est la plus grande défaite militaire de toute l'histoire française. Bon. Et puis, il est rien, il est simplement le dernier sous-secrétaire d'État du gouvernement de Paul Reynaud, il part pour Londres, et à partir de là, il va changer complètement le données du problème, et il va réussir à mettre la France dans le camp des vainqueurs. Alors on peut dire que c'est on oublie ce qu'a fait De Gaulle pendant la guerre. Il y a ce combat contre l'Allemagne nazie, mais il y a aussi, et il le dit dès qu'il arrive à Londres en juin 40, il dit « N'oubliez pas que nous sommes ici pour défendre les intérêts de la France, au besoin contre nos alliés ». Et ça va beaucoup compter. Il va passer son temps, en réalité, à se démener, il faut bien dire, quelquefois contre Churchill et Roosevelt, au besoin en s'alliant un peu avec Staline, pour maintenir les droits de la France. À mon avis, le politique le plus... De Gaulle est vraiment un personnage qui est nourri par l'histoire. Et on le rapproche souvent de Napoléon. À mon avis, il y a peu de choses en commun entre Napoléon, parce que Napoléon est un homme des Lumières qui n'avait pas de limites, et De Gaulle est différent, il n'a jamais versé dans ses excès. Le personnage à mon avis, dont il est le plus proche, c'est Richelieu, et on retrouve aussi chez De Gaulle une conception sacrificielle du pouvoir, si vous voulez, qu'on voit au moment de la guerre d'Algérie, par exemple. Alors c'est une biographie exhaustive, hein, c'est tout à fait, je pense que c'est tout à fait le mot, même si il manque l'aspect un peu, hein, l'aspect personnage. Je sais pas si vous avez vu la série que France 2 a lancée. Mais moi j'ai moi-même fait un film avec Patrice Duhamel et Yves De Gaulle qui s'appelait L'histoire d'un genre sur France 2. Ah, très bien. Oui. Et puis et là ils ont lancé une série avec Samuel Labarthe qui est très connu comme pour la série sur Agatha Christie, mais on oublie qu'il a été aussi à la Comédie, qu'il a été formé à la Comédie Française, et c'est lui qui joue le rôle de Charles de Gaulle. Vous l'avez vu, vous avez trouvé convaincant? Je l'ai vu, oui, je l'ai vu. C'est un aspect, si vous voulez, c'est d'un De Gaulle plus intime qui a son intérêt. Moi, je crois quand même que, si vous voulez, De Gaulle est tout de même quelqu'un... Il avait une sensibilité qui existait, mais qui s'exerçait dans un cercle uniquement familial. En dehors de ça, j'ai évoqué Richelieu tout à l'heure. De Gaulle, c'est vraiment Richelieu. Il y a quand même le concept de raison d'État. Il y a effectivement cette notion de conception sacrificielle du pouvoir. De Gaulle est catholique. Donc il y a une... Voilà. Donc, et je signale que j'ai, à l'intention de ceux qui seraient effrayés par l'ampleur de ce livre, je viens de publier aux éditions de l'Observatoire un petit livre qui s'appelle De Gaulle, monument français, qui lui fait 140 pages et qui ramasse un peu ce que nous venons de dire. Merci beaucoup. Donc, je renvoie à ce livre, d'abord à Charles de Gaulle, la biographie qui reparaît chez Tempus et Perrin, et puis aussi à ce livre de 140 pages aux éditions de l'Observatoire. Merci Éric Roussel. C'était Pont Neuf, l'émission consacrée à l'actualité du livre sur Radio J. Bonne année à tous.